Bonjour. Au nom de Campus Group Canada, je voudrais commencer par exprimer notre gratitude pour la possibilité qui nous est donnée de participer à la Conférence nationale sur le leadership en santé en tant que commanditaire. Or, je m'appelle Rich Hardy, directeur principal développement des affaires de Campus Group Canada. Avec plus de 45 années d'expérience au Canada, nous sommes une compagnie de premier plan dans les services d'alimentation et de soutien. Nous desservons plus de 21 000 clients et employons plus de 23 000 personnes formidables dans 5 différents secteurs partout au pays. Nos associés ont un impact sur la vie de millions de personnes au Canada chaque année en servant des repas délicieux et nourrissants et en fournant des services de nettoyage et d'entretien dans divers marchés clés, y compris la santé, l'éducation, les entreprises et l'industrie, les sports et les loisirs, la défense, l'offshore et les sites éloignés. Le Campus Group est fier d'être commanditaire hors de cette séance sur les partenariats pour l'impact, le renforcement de la préparation à la pandémie dans les soins de santé à long terme. Je suis très heureux de présenter l'animateur de cette séance, Rick Glazer, qui est directeur scientifique des Instituts canadiens de recherche en santé et qui va animer cette séance cet après-midi. Rick, à vous. Merci, Rich. Bonjour et merci d'avoir pris le temps de participer à ce que nous espérons être une conversation très engageante sur les partenariats pour l'impact, le renforcement de la préparation à la pandémie dans les soins de longue durée. Je suis directeur scientifique aux Instituts canadiens de recherche en santé, ou ICRS. Je voudrais commencer par reconnaître que nous vivons, travaillons et nous divertissons sur les territoires de nombreuses nations. Je suis basé ici à Toronto, qui est le territoire de plusieurs nations, y compris les Mississauga du Crédit, les Chippewa, les Haudenosaunee. Je voudrais reconnaître le territoire traditionnel et non cédé des Premières Nations, des Inuits et des Métis partout au Canada. Nous avons un sondage. Nous voudrions que cette séance soit aussi interactive que possible. Alors, nous vous demanderions de nous indiquer la réponse à la question qui apparaît à l'écran. Nous voulons donc nous assurer de tenir compte du territoire sur lequel nous nous trouvons. J'espère que vous voyez la liste des bassins versants partout au Canada. Nous vous demanderions de sélectionner celui où vous vous trouvez. Il y a le bassin versant de l'Arctique, du Pacifique, des prairies, du nord du bouclier canadien, du Saint-Laurent et de l'Atlantique. Et vous avez la sélection de préciser que vous vous trouvez à l'extérieur de toutes ces régions. Nous exprimons notre reconnaissance à Ed Connors, conseiller autochtone de Excellence en Santé Canada, qui nous a suggéré de poser cette question au début de cette séance afin de nous aider à transcender les frontières artificielles établies par la colonisation en faveur de frontières plus naturelles et biologiques. Ceci nous encourage à réfléchir aux frontières qui étaient basées sur les bassins versants avant la création de frontières politiques. Ceci nous permet de renforcer notre relation avec la Terre et les uns avec les autres. J'espère que vous avez eu la possibilité de choisir le bassin versant où vous vous trouvez et de reconnaître dans quelle direction les eaux s'écoulent dans le lieu où vous vous trouvez. Alors, je crois que nous allons afficher les résultats. Voyons d'où vous êtes originaire, ou plutôt où vous vous trouvez. Il y a une représentation très variée des diverses régions du Canada. Bon. Alors, merci pour votre participation à ce sondage. Il y aura d'autres questions que nous allons vous poser prochainement. Et merci également encore une fois à Ed de nous avoir si aimablement donné la permission d'utiliser cette question pour inaugurer notre séance. Veuillez prendre un moment pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Nous aimerions savoir qui participe à la séance. Alors, je suis très heureux d'être aujourd'hui en compagnie de Jane Rylett et de Jennifer Zelmer. Je vais leur donner la parole pour se présenter. Tout d'abord, Jane, à vous. Merci beaucoup, Rick. Je m'appelle Jane Rylett, je suis la directrice scientifique de l'Institut du vieillissement des IRSC. Je suis également scientifique au sein du groupe de recherche en neurosciences translationnelles de l'Institut de recherche Robarts de l'Université Western Ontario.
C'est un immense plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Bien hâte de participer à la discussion que nous aurons après notre présentation. Merci beaucoup, Jane. Jennifer, à vous. Merci Rick. Je suis Jennifer Zellmer, PDG d'Excellence en Santé Canada et je me joins à vous depuis un territoire traditionnel algonquin et non cédé. Dans le contexte de la conversation d'aujourd'hui, j'ajoute, ce n'est pas forcément la façon dont je me présente normalement, mais c'est probablement utile de savoir que je suis aussi la fille d'une personne qui vit en établissement de soins de longue durée. Rick? Merci, Jennifer. Alors, passons à la prochaine diapositive. Le thème important des partenariats. Aucun d'entre nous ne pourrait faire le travail que nous faisons sans nos partenaires. Et l'un des thèmes clés que nous allons évoquer dans notre discussion, c'est celui des partenariats et de la manière de s'appuyer sur ceux-ci pour parvenir à davantage d'impact sur les systèmes et systèmes de santé. Nous allons vous parler du partenariat en vue de l'impact et de la création de coalitions pour le changement avec Excellence en Santé Canada, la Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick, Michael Smith Health Research BC, la Saskatchewan Health Research Foundation, le Center for Aging and Brain Health Innovation, 7 des instituts de recherche qui constituent les RSC, dont 2 sont représentés par Jane et moi-même. Il y en a 5 autres et 91 foyers de soins de longue durée et résidences pour aînés et 22 équipes de recherche composées de plus de 300 membres de ces équipes partout au Canada. Collectivement, nous avons conjugué nos efforts pour mettre au point et mettre en œuvre une initiative de réaction, de recherche rapide pour améliorer la préparation à la pandémie des foyers de soins de longue durée et des résidences pour aînés et pour limiter l'impact des flambées futures. Et ceci, j'ajoute, c'était au début de la pandémie de COVID, lorsque les effets dévastateurs sur les soins de longue durée commençaient à peine à se faire sentir. Et c'est à cette époque-là que des travaux étaient déjà en cours au sein d'Excellence en Santé Canada. Nous avons eu la chance de nous rencontrer et de trouver moyen de collaborer. Alors, nos objectifs d'apprentissage sont illustrés. Aujourd'hui, nous allons partager nos expériences dans l'élaboration de partenariats stratégiques et situer celles-ci dans le contexte de la COVID-19, bien entendu, ainsi qu'autour de notre objectif commun de faire progresser les systèmes de santé. J'entrerai dans le terme spécifique des systèmes de santé axés sur l'apprentissage. Ensuite, notre modèle de partenariat pour utiliser l'innovation en vue de favoriser le changement de notre système. Et enfin, les principes LEADS qui peuvent être appliqués dans la réalisation de notre travail. Nous voulons que cette séance soit interactive en tout temps. N'hésitez pas à poser des questions dans la boîte de questions. S'il vous plaît, affichez vos questions dans la boîte de questions seulement. Vous pouvez clavarder dans la boîte de clavardage, mais nous voudrions que vous posiez vos questions dans la boîte de questions, et ce, afin de permettre aux autres participants de les faire remonter dans la liste des questions. Ceci va favoriser la participation et cela va nous permettre d'orienter notre période de discussion. Les observations générales, bien sûr, peuvent être affichées dans la boîte de clavardage. Alors, nous avons un autre sondage. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure vous connaissez les systèmes de santé axés sur l'apprentissage? Dans mon milieu, c'est un terme très courant, mais nous nous rendons compte que ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Alors, nous voudrions nous faire une idée de votre degré de familiarité avec les systèmes de santé axés sur l'apprentissage. Avez-vous déjà entendu ce terme? Avez-vous déjà essayé de faire progresser un système de santé axé sur l'apprentissage au sein de votre organisation? Donc, veuillez, s'il vous plaît, sélectionner l'option qui vous convient le mieux. Je n'ai jamais entendu parler de ce terme. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas à quoi cela correspond en pratique. Je le connais, je connais les principes qui sous-tendent et mon organisation s'efforce d'être un système de santé axé sur l'apprentissage. Donc, veuillez prendre un instant pour répondre à cette question. Je vais vous expliquer la façon dont nous comprenons ce que c'est qu'un système de santé axé sur l'apprentissage, mais je voulais établir au départ votre degré de familiarité avec ce terme. Bon, chaque domaine a son jargon et nous allons entrer dans le détail, mais nous voulions savoir dans quelle mesure vous êtes familier avec ce terme et ensuite je vais rapidement exposer la façon dont nous le comprenons. Alors, merci d'avoir répondu à cette question. Lorsque nous aurons recueilli suffisamment de réponses, les résultats s'afficheront. Les voici. Donc, en fait, il y a encore une fois une bonne distribution de participants qui ont entendu parler des systèmes de santé axés sur l'apprentissage, mais qui ne savent pas vraiment à quoi ça correspondrait. Quelques-uns connaissent les principes et d'autres s'efforcent de mettre en œuvre tel système et certains n'en ont pas entendu parler. Nous soupçonnions qu'il fallait établir un peu de contexte au début.
Donc, justement, et je crois que nous pouvons passer à la prochaine diapositive. Donc, un peu de contexte. Les ICRS, Excellence en Santé Canada et nos partenaires sommes décidés à faire progresser les systèmes de santé axés sur l'apprentissage. C'est important dans le cadre de notre partenariat. Il faut que ce soit un rôle clé, un filtre clé dans notre travail. C'est un terme assez nouveau, mais le concept a été tout de même mis au point il y a quelque temps, en 2007, par l'Institute of Medicine, qui est maintenant the Academies of Medicine aux États-Unis. Il s'agit des systèmes dans lesquels la science, les incitatifs et la culture sont alignés en vue de l'amélioration et de l'innovation afin d'intégrer les pratiques exemplaires dans le processus de prestation, le savoir étant saisi à titre d'effet secondaire de la prestation. Il s'agit d'éclairer la prise de décision et d'utiliser constamment de nouvelles connaissances et de nouvelles données pour éclairer l'amélioration des systèmes. Tout au long de la pandémie de COVID-19, les recherches rapides ont été essentielles pour comprendre l'impact de la pandémie et pour éclairer les réactions des systèmes de santé. Le succès des recherches rapides dépend en partie de la présence d'infrastructures en vue de mobiliser et d'évaluer les effets des interventions et d'alimenter l'apprentissage en temps réel. Nous savons que cette infrastructure n'était pas toujours présente au Canada, comme dans d'autres domaines d'infrastructure. Nous n'avions pas nécessairement ces structures en place lorsque la pandémie est arrivée. Dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, non. Donc, pour répondre aux besoins des systèmes, la science de la mise en œuvre étant alliée aux recherches rapides, nous avons financé en tout 22 équipes de sciences de la mise en œuvre pour soutenir la mise en œuvre de pratiques prometteuses et d'interventions dans les foyers de soins de longue durée avec pour objectif d'évaluer et de produire des données probantes sur les interventions et approches qui sont les plus efficaces, dans quel contexte et pourquoi. Alors vous pouvez voir le degré de complexité que présente ce programme. Nous espérons que les conclusions des équipes de recherche pourront éclairer la prise de décision au sein des foyers de soins de longue durée, des résidences pour aînés, inspirer la diffusion et la montée en échelle et renforcer la préparation aux pandémies futures et les efforts de réaction en vue de protéger les résidents et de prévenir des dégâts futurs. Je vais donner la parole à Jane pour nous expliquer ce qui a motivé nos partenariats et au point où nous en étions dans la pandémie lorsque tout cela s'est créé. À vous, Jane. Merci beaucoup, Rick. Et comme Rick l'a mentionné il y a quelques instants, les deux instituts, les IRSC et Excellence en Santé Canada, ont collaboré très tôt dans la pandémie. Si nous repensons au printemps et à l'été 2020, la COVID en était encore à ses débuts. Nous avions beaucoup à apprendre, mais ce dont nous étions sûrs, c'est que la pandémie avait un impact disproportionné sur les soins de longue durée, non seulement sur les résidents, mais aussi sur les soignants, les familles et tout le personnel des établissements de soins de longue durée. Passons à la diapo suivante. Mettons tout cela en contexte. Lorsque Jennifer, Rick et moi-même nous sommes rencontrés au début de la pandémie de la COVID pour discuter de l'impact sur le système de santé, nous avons été confrontés aux réalités suivantes. Tout d'abord, 8 et 10 décès liés à la COVID-19 au Canada sont survenus dans des établissements de soins de longue durée, ce qui représentait le double de la moyenne de l'OCDE à l'époque. Alors que les soldats étaient déployés dans certains établissements, nous avons pris connaissance de l'impact dévastateur dans les maisons de soins de longue durée. Les EPI, ou équipements de protection individuelle, étaient en nombre insuffisant et l'expertise en matière de protection et de contrôle des infections n'était pas répartie de manière égale dans le système de santé. Les rapports et les tests étaient également répartis de manière inégale dans le pays. Les problèmes de main-d'œuvre ont été exacerbés jusqu'au point de crise. Et enfin, les foyers de soins de longue durée, tous débordés, semblaient inéluctablement se diriger vers un point de bascule. À l'époque, les équipes de direction des IRSC et d'Excellence en Santé Canada ont discuté des défis à relever, de notre engagement commun à les relever et de ce que nous pouvions faire pour changer les choses. Une chose nous est apparue très clairement. Ce que nous allions faire, nous devions le faire rapidement. Passons à la diapo suivante et dans un instant, je vais lancer la projection d'une vidéo. J'aimerais vous montrer un très court clip vidéo d'un webinaire qui présente le travail de l'une des équipes scientifiques de mise en œuvre que Rick vient de mentionner. Ce séminaire a eu lieu en mai 2021
6 mois après le début de l'initiative que nous avons menée ensemble. L'une des chercheuses, Andrea Iaboni, parle du projet mené par son équipe en partenariat avec des centres de soins de longue durée, ce qui, selon nous, exprime très bien l'importance du travail que nous étions en train de mettre en place. Pouvons-nous lancer la vidéo? En fait, bon, on en parle beaucoup depuis le début de la COVID-19, mais c'est un problème depuis longtemps. La question est de savoir comment équilibrer les droits et la qualité de vie des résidents avec les mesures de prévention et de contrôle des infections qu'on utilise dans ce type d'établissement. Ça a été vrai pour la grippe, les norovirus, les bactéries multirésistantes, les précautions relatives au contact. Or, avec la COVID-19, ces mesures très efficaces de prévention et de contrôle des infections qui sont vraiment nécessaires pour protéger les résidents sont également des choses qui semblent, vraiment entrer en conflit avec le vivre chez soi, si vous voulez. Et c'est ce qui a motivé notre projet. Il s'agit de savoir comment réaliser un bon contrôle des infections d'une manière qui soit efficace, sûre pour les résidents, mais également compatissante et respectueuse de leur dignité. Alors, la trousse d'outils sur l'isolement en contexte de démence a justement cet objectif principal d'aider les résidents, d'offrir des soins compatissants mais aussi efficaces en cas d'isolement parce qu'il n'y a pas de raison de faire vivre ce genre de mesures si on ne contrôle pas efficacement l'infection. Mais il y a aussi ce qu'on appellerait, si vous voulez, notre objectif caché, d'aider le personnel, car on sait que de mettre en œuvre ce genre de mesures de contrôle des infections peut être très démoralisant pour le personnel. Donc, on a voulu renforcer la résilience morale du personnel. Et j'expliquerai de quoi il s'agit. Alors, la trousse comporte 4 éléments que je vais passer en revue, mais elle est composée d'un outil d'orientation éthique, un outil de planification des soins d'isolement centré sur la personne, divers types d'outils de communication qui peuvent être utilisés pour aider un résident à comprendre ce qu'on lui demande, et un outil qui nous aide à prendre des décisions lorsqu'on est confronté à une situation vraiment difficile sur le plan éthique. Merci beaucoup d'avoir montré cette vidéo. Je me tourne maintenant vers Jennifer. Merci beaucoup, Jane. Vous savez, je crois que cette vidéo illustre l'un des exemples importants du genre de travail qui a été fait, ainsi que le contexte. Le contexte est si important car il n'y a pas de doute que cette situation était inhabituelle pour tout le monde, pour les établissements, les résidents, les familles, les IRSC, nous-mêmes à Excellence en Santé Canada. Et d'ailleurs, au début de la pandémie, dans les premières semaines ou les premiers mois, nous entendions les établissements de soins de longue durée de partout au Canada, à la fois ceux qui étaient touchés par la première vague et ceux qui ne l'étaient pas encore mais qui voulaient s'y préparer, le cas échéant, qui voulaient apprendre les uns des autres. Alors, nous avions un processus qui permettait de recueillir les perles de sagesse du secteur. Quelles sont les possibilités? Quels sont quelques-uns des échecs? Et voilà pourquoi nous avons produit ces 6 domaines. Pouvoir se préparer à une éclosion dans son établissement, donc réfléchir aux politiques et procédures, les processus de contrôle et de prévention des infections évoqués par Jane, aussi évidemment la prévention de l'éclosion au départ, veiller à ce que l'on se prépare aux soins associés à la COVID et non, car beaucoup de résidents avaient des besoins complexes. Vous avez entendu les exemples de présence de la famille, ce que la représente, comment aider les membres de la famille pendant la pandémie, ainsi que la compréhension tout à fait essentielle des ressources humaines en santé et les défis auxquels ces personnes étaient confrontées dans les établissements de soins de longue durée et de retraite, ainsi que ce qui se passe lorsqu'on a une éclosion, qui est la première personne à appeler, comment obtenir cette capacité de pointe dont on pourrait avoir besoin. Alors, ces 6 pratiques prometteuses étaient à la base de l'initiative que nous avons lancée en soins de longue durée. Au départ, avec 40 établissements de soins de longue durée, nous avions un financement de démarrage pour chaque établissement qui devait déterminer sur quoi il voulait se concentrer. Il y avait un soutien d'enseignement entre pairs, d'apprentissage virtuel et ainsi de suite. Ensuite, au fil de l'évolution de ce programme, nous avons eu des conversations avec Rick et Jane, car nous voulions
vivre nos principes de système de santé apprenant. Nous déclarons que c'est notre philosophie, mais nous voulions vraiment l'incarner. Et les données probantes comptent beaucoup en période d'incertitude. On voulait donc entamer ces conversations à savoir comment réunir le travail d'amélioration de la qualité en soins de longue durée avec la science de la mise en œuvre. Quand on pense à la science de la mise en œuvre dans ce contexte, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il s'agit de l'étude scientifique des méthodes et des stratégies qui permettent de mettre en œuvre des interventions fondées sur des données probantes. Ou, si on le dit de manière un peu moins formelle, qu'est-ce qui fonctionne mieux, pour qui et dans quel contexte? Et pourquoi certaines choses réussissent-elles tandis que d'autres échouent, de sorte que l'on puisse apprendre les uns des autres, chemin faisant. Alors, comme vous le voyez ici, nous avions divers éléments à cette initiative qui visaient à réunir tout ce que nous savions au sujet de ce qui avait fonctionné pour apprendre de nouvelles connaissances, mais aussi pour appliquer ces connaissances. Alors, vous avez entendu certains de ces chiffres évoqués par Rick. Cela nous a conduit à construire une communauté qui s'est réunie entre établissements, entre scientifiques, entre personnes qui occupent toutes sortes de fonctions de soutien, et chacune des équipes s'est concentrée sur une ou plusieurs des pratiques prometteuses, avec un ensemble de méthodes qui permettent de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux et dans quelles circonstances? Ensuite, ces équipes ont été liées à notre réseau élargi de plus de 1500 établissements de soins de longue durée et de retraite qui participent à l'initiative Soins de longue durée. Alors, au final, c'est la raison pour laquelle nous avons pu nous réunir. La plateforme en feu, il n'y avait pas de doute, c'était l'urgence de la pandémie, de travailler ensemble de manière plus efficace, mais c'était aussi une manière pour nous de rassembler des expertises complémentaires, chaque groupe apportant sa valeur singulière, reconnaissant les relations réciproques. Et comme vous le savez, si vous avez participé au cadre Leads, c'est vraiment très important dans le contexte de Leads. À Excellence en Santé Canada, par exemple, nous avons utilisé notre réseau d'établissements à l'échelle du pays, car nous faisions déjà des travaux en amélioration de la qualité. Et l'expérience que nous avons dans ce contexte est de la mise en œuvre rapide. Les IRSC ont pu également contribuer leurs ressources à titre de bailleurs de fonds, leurs liens avec le gouvernement, les chercheurs, ainsi que d'autres bailleurs de fonds provinciaux. Rick en a parlé un peu plus tôt. Et les établissements, eux aussi, ont pu parler de leur expérience vécue et leur engagement à veiller à ce que toutes les personnes qui interagissent avec l'établissement soient en sécurité, résidents, familles, personnel et autres. C'est ce réseau qui a fait toute la différence. Et Jane, je crois que vous allez en parler, donc à vous. Merci Jennifer. Je vais passer à la deuxième partie des partenariats. À ce jour, notre équipe opérationnelle au niveau du personnel et l'équipe stratégique, qui comprend la direction, ont tenu ensemble plus de 100 réunions. Et c'est sans compter les milliers de courriels et d'appels impromptus qui nous sont parvenus. Nous avons reçu, analysé et synthétisé 66 rapports des équipes scientifiques de mise en œuvre et organisé plus d'une douzaine d'événements pour que les équipes de recherche puissent partager et apprendre. Alors que nous clôturons cette initiative, nous nous tournons vers les activités plutôt de mobilisation des connaissances post-subvention et vers la meilleure façon de diffuser les enseignements que nous avons reçus jusqu'à présent. Passons à la prochaine diapo. Nous en sommes toujours au partenariat, la troisième partie. Ainsi, bien que ce partenariat ait été une réponse rapide à la pandémie, nous nous sommes réunis dès le début et avons essayé d'évaluer ce qui était nécessaire et la meilleure façon d'aborder la question, et de l'aborder du point de vue de la recherche. Nous étions tout à fait conscients qu'il fallait à tout prix obtenir un impact plus important sur le système, au-delà du travail immédiat que nous avons effectué en rapport avec la pandémie, les soins de longue durée et les maisons de retraite. Parmi les résultats sur lesquels nous nous sommes concentrés, citons le renforcement de la capacité du système de soins de longue durée à améliorer rapidement les soins, le renforcement et la création d'une communauté de personnes passionnées et engagées dans l'amélioration des soins de longue durée à travers le pays, et la création d'une structure pour atteindre des objectifs communs en matière de recherche, d'application des connaissances et d'autres objectifs.
Nous considérons donc ce travail comme le point de départ de futurs partenariats interorganisationnels entre chercheurs et organismes de soins de santé pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Notre groupe parle souvent de ce que nous avons appelé la sauce secrète, qui a rendu ce partenariat si efficace, et nous avons souvent parlé de certains des facteurs qui y sont liés. Regardons maintenant la manière dont ce travail peut être appliqué dans les différentes orientations. Obtenir des résultats était important pour nous tous et pour nos partenaires. Pour être sûr d'avoir un impact, nous savions que nous devions avoir une orientation claire, un alignement stratégique et surtout que nous devions agir et agir rapidement dès le début de la pandémie. Nous savions également que nous voulions être en mesure de mesurer l'impact grâce à des mécanismes d'évaluation. Cela nous permettait de savoir si nous atteignions nos objectifs et, plus important encore, d'utiliser ce savoir pour les approches futures et répondre à un questionnement dans les systèmes de santé. Ainsi, en ce qui concerne l'établissement des orientations, Jennifer a parlé plutôt des 6 pratiques prometteuses qu'Excellence en Santé Canada a identifiées au début de la pandémie. Nous avons convenu que ce serait le point central de notre travail. Nous avons été en mesure de regarder au-delà de nos rôles individuels en tant qu'organisation et de fixer un objectif pour renforcer la préparation à la pandémie dans les soins de longue durée qui visent à relever les défis dans l'ensemble du secteur. En ce qui concerne l'alignement stratégique, Excellence en Santé Canada, les IRSC et plusieurs de nos partenaires ont de l'expérience dans le domaine des soins de longue durée et ont heureusement des plans stratégiques qui s'alignent sur les nôtres et nous permettent de travailler ensemble dans ce domaine. Il s'agissait d'un élément vraiment essentiel que nous devions établir dès le début de cette opération. Ainsi, à un niveau plus local, nous avons réuni nos équipes pour former un groupe de travail opérationnel qui continue à se réunir régulièrement. Cela nous a permis d'aligner nos différentes structures sur notre stratégie et a contribué à créer une culture d'équipe cohérente. L'établissement des relations aussi solides dès le départ nous a permis d'être agiles et d'agir rapidement et efficacement dans nos différentes organisations. Nous avons pu passer à l'action en donnant à notre personnel les moyens de prendre des décisions cruciales et urgentes, confiant que ce groupe possédait les compétences et l'expertise nécessaires pour faire avancer les choses rapidement. Plus important encore, nous avons pu tirer parti des compétences, de l'expertise et des connaissances uniques que chacune de nos organisations offrait pour être en mesure de maximiser la valeur et de le faire avec efficacité. Enfin, nous avons fait le suivi de nos programmes et mesuré les progrès accomplis de plusieurs façons, ce qui correspond à l'étape finale de l'évaluation. Comme nous en sommes maintenant aux dernières étapes de ce travail, l'un des résultats les plus importants que nous avons observés concerne le renforcement de la capacité de recherche dans le domaine des soins de longue durée et la facilitation de la collaboration interdisciplinaire entre le milieu universitaire et le secteur des soins de longue durée. Les rapports ont souvent démontré que le programme a effectivement soutenu la mise en œuvre d'interventions fondées sur des données probantes et des soins de longue durée. Cela étant dit, nous voulions toutefois souligner et reconnaître les apprentissages en temps réel que nous avons reçus de nos équipes concernant les défis liés à la conduite de recherche pendant cette pandémie et dans ce contexte. Le contexte et les directives politiques changeantes ou en constante évolution, ainsi que la charge de travail du personnel et les priorités concurrentes ont créé parfois des obstacles à la communication et à l'engagement du personnel, ainsi qu'à l'engagement des résidents et de leurs soignants dans les foyers. Cela a entraîné donc des problèmes de participation à la recherche et des retards dans la collecte des données, ainsi qu'un certain nombre d'autres problèmes que je n'ai pas le temps d'énumérer ici. Mais il s'agit de considérations importantes pour la perspective d'apprentissage des systèmes de santé, car elles réitèrent la nécessité de mettre en place la culture, l'infrastructure et les soutiens qui permettront aux organisations d'étudier, d'apprendre et de s'améliorer en permanence, en particulier et peut-être surtout en période d'incertitude comme celle que nous avons connue pendant la pandémie de COVID-19. Je vais maintenant céder la parole à Jennifer.
Merci beaucoup, Jane. Alors, Jane a évoqué l'ingrédient secret. Nous voulions évaluer le partenariat, donc évaluer le processus ainsi que les résultats. Et nous avons utilisé un outil appelé le Wilder Collaboration Factors Inventory pour examiner une série de dimensions du partenariat et déterminer où nous avions des points forts et où nous avions des points à améliorer. Et comme vous le voyez sur la diapositive, l'inventaire nous a montré que, comme groupe, nous avions atteint un certain élan dans certains domaines. Alors qu'il s'agisse de... Bon, la première, pendant la pandémie, était certainement ce que nous gardions à l'œil, adaptabilité et souplesse, surtout au fil des vagues successives de la pandémie, leur impact dans diverses parties du pays à des moments différents. Nous avons également vu l'importance d'un leadership compétent dans les établissements, dans la communauté de recherche et parmi les membres du partenariat. Et vraiment, nous avons voulu nous recentrer sur nos objectifs, veiller à partager notre compréhension des processus et des résultats, une compréhension commune qui était fondée sur le respect et la confiance. Et l'ingrédient secret, c'est vraiment que nous avions créé certaines de ces relations à l'avance, même avant cette initiative. C'est ce qui nous a permis d'avancer rapidement avec une compréhension et une confiance commune au service de ces objectifs que nous partagions. Jane a évoqué toutes ces fois où nous avons communiqué, elles ont été nombreuses et diversifiées, mais ça a été vraiment un facteur de réussite pour nous. Alors, nous avons fait un tour d'horizon rapide de nos expériences, mais nous voulons aussi que d'autres participent à cette conversation et nous voulons également voir comment cela pourrait s'appliquer dans votre contexte et d'autres contextes. Alors, voici la première occasion de le faire. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, d'ouvrir la boîte de clavardage. Songez à un partenariat qui pour vous était vraiment significatif, qui a eu ou qui mettait en exergue un processus vraiment très efficace. Commençons par cet ingrédient secret qui a permis de créer un partenariat ou une coalition. Alors, saisissez cela dans la boîte de clavardage, mais n'appuyez pas sur la touche « Envoyer tout de suite ». Nous savons que chacun ne tape pas à la même vitesse, alors nous voulons donner à chacun l'occasion de réagir à la question. Nous allons marquer un temps d'arrêt ensemble, puis nous prendrons connaissance de vos réflexions. Alors, répondez à la question dans la boîte de clavardage. Un facteur qui a été vraiment important pour vous, quel est cet ingrédient secret pour mettre au point un partenariat ou une coalition réussie? Et si j'étais une animatrice hors pair, je pourrais chanter ou vous offrir une musique de fond, mais je ne vais pas le faire, ne craignez rien. Je vais tout de même garder un œil sur la boîte de clavardage. Bon, appuyez sur « Envoyer » pour qu'on puisse voir ce que vous avez indiqué. Et je vois déjà un fil conducteur, c'est-à-dire l'importance de la transparence, qui accompagne la communication ouverte, le noyau dur, le respect, qui signifie aussi qu'on doit s'écouter, on doit avoir l'impression de vraiment communiquer. Et j'aime beaucoup qu'on dit mettre l'accent sur les résultats et pas son ego. C'est vrai, il faut écarter son ego pour pouvoir partager les objectifs communs. Et je suis d'accord avec vous, le respect signifie respecter des points de vue différents du nôtre dans ce partenariat. On a réuni des points de vue très différents, provenant de secteurs très diversifiés, mais nous avons trouvé le moyen de travailler ensemble. Alors, merci d'avoir répondu à la question. Je crois que ces fils conducteurs se retrouveront dans le reste de notre conversation, car nous voulons à présent vous céder la parole. Nous voulons avoir une conversation un peu plus informelle. Nous voulons continuer à investiguer ces thèmes et nous allons vous donner l'occasion de poser vos questions. Je vous rappelle qu'il faut se servir de l'outil de questions et de réponses. C'est différent de la boîte de clavardage. Alors pour commencer, car je pourrais parler à Rick et Jane pendant un siècle, bon, ce n'est sans doute pas ce qu'ils souhaitent, mais je pourrais le faire. Alors je vais commencer par une question de mon cru. Rick, Jane, pouvez-vous
nous parler du fait qu'on sait que les bons partenariats n'arrivent pas accidentellement. Et pourtant, dans le contexte de la pandémie, il a fallu les créer si rapidement. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous avez constaté en conséquence de ce dilemme, si vous voulez, cette tension créatrice entre le besoin et l'urgence? Rick, vous avez l'air prêt de vous lancer. Allez-y. Oui, je vais intervenir pour parler de ce qui s'est produit au début et aussi d'un autre ingrédient que l'on pourrait envisager, c'est que nous nous connaissions. Jane et moi-même siégeons autour des mêmes tables très souvent. Il ne s'écoule pas quelques jours sans que nous ne soyons en contact, mais Jennifer, vous aussi entreteniez des rapports étroits avec les milieux de recherche en santé, de politique publique, avec les ICRS. Vous êtes rédactrice de revues savantes, membre de comités consultatifs, chef d'une organisation qui a fusionné avec une autre organisation pour créer Excellence en Santé Canada. Et nous avions eu des entretiens sur la manière dont nous pourrions collaborer lorsque cette catastrophe nous a frappés. Jane et moi et d'autres directeurs scientifiques étions désemparés par ce qui s'était produit. Nous essayions de déterminer ce que nous devions faire. Est-ce qu'on avait besoin de synthèse de données probantes? Est-ce qu'on avait besoin d'équipes de recherche? Quel genre de recherche avions-nous besoin? Un collègue à nous du Institute of Gender and Health, qui est également gériatre, nous a dit qu'il existait une importante base de données probantes qui existait et que l'ingrédient clé, c'était la mise en œuvre. Et en passant, Excellence en Santé Canada travaille dans ce domaine. Ils ont un excellent programme qu'ils mettent en œuvre et vous devriez peut-être téléphoner à Jennifer. Alors, j'ai commencé mon message en disant bonjour Jennifer, j'ai une idée vraiment folle et cela reflétait les entretiens que Jane et moi-même avions eus. Et j'ai dit que notre collègue nous avait conseillé de la rejoindre et vous avez réagi immédiatement en disant oui, parlons-en. Et il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire. Aux ICRS à l'époque, nous n'avions pas la possibilité de mettre au point de nouveaux programmes. Nous pouvions réunir les fonds, mais nous ne pouvions pas gérer les concours et attribuer les fonds parce qu'il se passait tellement de choses à l'époque. Nos organisations ont conjugué leurs efforts, leurs points de vue, leurs programmes différents et tout cela a fini par être animé et piloté par Excellence en Santé Canada avec le financement et le soutien des ICRS. Donc, la manière dont ce partenariat a été mis au point a été plus rapide que jamais. Le concours a été mis au point plus rapidement que nous aurions pu imaginer auparavant. Donc, il y existait des relations personnelles préexistantes. Il y avait une crise absolue. Nous reconnaissions la nécessité d'agir et déjà il y avait les 6 pratiques prometteuses et déjà beaucoup de travail très important qui a jeté les bases de cette collaboration. Donc, ça n'est pas sorti de nulle part. Il y avait beaucoup d'activités et de relations antérieures. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose à cela. Rick a donné un excellent compte-rendu de la façon dont nous nous sommes réunis. Nous avions des relations préexistantes, certes, mais c'était une question de temps. Et c'était le bon moment. Nous avons assisté à cette débâcle qui se déroulait sous nos yeux dans le domaine des soins de longue durée. Rappelez-vous que c'était aussi une période de confusion. De cette pandémie, nous ne savions rien. Qu'allait-il se passer? Combien de temps cela allait-il durer? Qu'allait-il se passer ensuite? Mais dans tout cela, la magie aurait été, et c'est peut-être là qu'elle se trouve, la sauce secrète de Jennifer, finalement, que nous avions tous une vision commune. Nous savions où nous voulions aller, quels étaient les besoins et comment nous pouvions peut-être nous rassembler pour apporter quelque chose de positif à cet égard. En nous souciant des gens, du système de santé et des domaines dans lesquels nous pouvions apporter notre expertise. L'autre point fondamental est le suivant. Il ne s'agit pas que de Rick, de Jennifer ou de moi. Nous avons une équipe énorme derrière nous. Tous des individus absolument passionnés qui se sont réunis. Ils ne se connaissaient pas tous avant, mais ils ont formé une équipe magique, capable de trouver des idées, des solutions,
de poser les bonnes questions et de travailler ensemble. Cela aurait été un moment tout simplement magnifique. Oui, merci Jane. Et parlant de mesures ponctuelles dans le temps, peut-être que je vais tâcher de vous demander de répondre à la première question. Mais avant de vous la poser, je souhaite également dire que je reconnais quelques personnes qui participent à cet appel, qui ont fait partie de ce grand partenariat. Alors n'hésitez pas, je ne pense pas qu'on puisse activer votre micro pour vous sur ce genre de webinaire, mais n'hésitez pas à saisir vos réflexions dans la boîte de clavardage ou même dans la boîte de questions et de réponses pour que l'on puisse avoir votre point de vue. Je vois que quelqu'un a posé une question intéressante et qui s'inscrit dans Essentiel Ensemble, qui est le composant qui se concentre sur la réinsertion sécuritaire des proches aidants et des familles pendant la pandémie. Alors, comme la question l'indique, quand on parle d'équité, souvent on présume qu'il existe une certaine homogénéité et cela pose beaucoup de défis car on parle plutôt d'une communauté très diversifiée dans ce cas-ci, les résidents, leurs familles, les personnes qui travaillent dans le secteur. Alors je me demandais si vous pouviez nous dire quelques mots sur les moyens de diversifier ces a priori, ces normes dans nos recherches. Quelles sont les approches prises par les équipes dans ce contexte? Je pense à des méthodes mixtes et ainsi de suite, d'autres choses auxquelles vous réfléchissez aux IRSC. Oui, merci pour cette question critique. Effectivement, nous posons des hypothèses au niveau des soins de longue durée. Nous supposons que nous connaissons les personnes qui y sont présentes. Les milieux ruraux et urbains sont différents. Il y a des établissements de soins de longue durée qui sont spécifiques à certaines communautés ethniques. C'est très courant. Il y a différents modèles de propriété municipaux à but non lucratif. À but lucratif, il y a les résidences pour aînés. Le nord est différent du sud. Il n'y a pas beaucoup d'établissements de soins de longue durée autochtones, mais il y en a un peu partout au pays. Beaucoup, comme je l'ai dit, sont enracinés dans des communautés culturelles et immigrantes où la langue, l'alimentation, les activités culturelles peuvent être partagées. Et bien sûr, l'approche de ces différents types de résidences et de familles et d'aidants doit être différente et c'est un défi pour les équipes de recherche qui essayent de travailler avec plusieurs foyers pour tenir compte de ces éléments. Cela fait partie du socle de la science de la mise en œuvre que d'essayer de comprendre ce qui marche, pour qui et dans quel contexte, et comment les choses sont transférables. Elles ne sont pas parfaitement ni facilement transférables, mais elles peuvent parfois être transférées avec succès. Donc je reconnais la question et le défi qu'elle recèle. Je n'ai pas beaucoup de réponses quant à la manière dont cela a été pris en charge jusqu'ici. Je sais que nos organisations font des progrès dans la collecte de données appropriées quant à l'identité des chercheurs, quant aux recherches qui sont effectuées, en s'assurant que l'équité, la diversité et l'inclusion représentent des principes de base de toute notre action, dans tout notre financement de la recherche. C'est un parcours pour lequel nous sommes très mobilisés et que nous poursuivons. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Oui, je voudrais juste ajouter que nous devons en savoir beaucoup plus sur l'éventail d'individus qui se trouvent dans les soins de longue durée. Comme Rick l'a mentionné, cela varie énormément, qu'il s'agisse d'une communauté rurale ou urbaine, qu'on y trouve des composantes ethnocentriques différentes à prendre en compte, qu'il s'agisse d'autochtones ou de non-autochtones, autant d'aspects qui se rapportent à la population que l'on trouve dans les établissements de soins de longue durée, mais aussi à l'examen et à la stratification en fonction des besoins et de la compréhension. De nombreuses personnes en soins de longue durée présentent un certain degré de déficience cognitive ou même peut-être de démence. Quels sont leurs besoins spécifiques et comment les programmes peuvent-ils être diversifiés et mis en œuvre de manière à répondre réellement aux besoins des personnes? Particulièrement si certaines personnes n'ont pas de famille et n'ont pas de lien avec les communautés pour voir à ce qu'elles aient leurs besoins satisfaits, ou même une appartenance à un groupe social qui leur assure la meilleure qualité de vie.
Je pense donc qu'un certain nombre de ces points doivent faire l'objet de recherches supplémentaires. Si nous revenons à la science de la mise en œuvre et aux sciences de l'évaluation, nous devons certainement comprendre les programmes qui sont mis en œuvre, comment ces programmes peuvent évoluer et être modifiés pour répondre aux besoins des résidents dans tout le spectre et l'hétérogénéité des résidents qui sont présents dans les soins de longue durée. Merci Jane et merci Rick. Peut-être pouvons-nous passer à une autre question qui, quant à elle, est plutôt tournée vers l'avenir. Alors, à votre avis, comment ce travail touchera-t-il les planifications futures en cas de pandémie? Quelles sont les leçons à retenir? J'ai quelques idées, mais vous avez sans doute quelque chose à ajouter. Voulez-vous commencer, Rick? C'est une excellente question. Nous espérons qu'il ne se produira pas ce qui s'est produit avec le SRAS au début des années 2000. Nous avons appris beaucoup de leçons, des rapports importants nous ont dit quelles étaient les 30 choses que nous devions faire et aucune de ces recommandations n'a été mise en œuvre. Donc nous espérons que nous ne nous retrouverons plus jamais dans cette situation après la pandémie de COVID-19 et les effets dévastateurs de celle-ci dans les soins de longue durée. Je pense que nous avons jeté les bases. La synergie entre soins de longue durée plus et le milieu de la science, la mise en œuvre, dépasse les 22 équipes et les établissements dans lesquels ils ont œuvré et c'est dans l'ensemble du secteur. Nos partenaires provinciaux de financement et nos systèmes de santé provinciaux et territoriaux ont beaucoup travaillé sur ces questions. Donc, je pense qu'il y a eu une transformation. Et nous ne savions pas vraiment qu'il y aurait 22 équipes de sciences de la mise en œuvre dans ce domaine partout au pays. Donc, nous avons découvert cette capacité de recherche. Ces équipes de recherche ont découvert des moyens parfois existants, parfois nouveaux, d'établir des contacts avec les résidents, avec les familles, avec les proches aidants, avec la direction, avec le personnel des établissements. Beaucoup de relations ont été établies entre équipes de recherche et tous les autres intervenants. J'aimerais croire, puisqu'il y a un certain chevauchement entre les personnes qui font le travail et les personnes qui sont responsables de l'élaboration des normes et qui éclairent cette mise au point. Il y a un recoupement entre les dirigeants et ceux qui animent le travail d'établissement de normes. Donc, je vois beaucoup de pistes en vue d'un impact futur, l'impact de cette pandémie, si elle dure plus longtemps qu'on l'espère, et d'autres types de pandémies et de situations d'urgence qui peuvent affecter ce secteur et d'autres secteurs. Donc, nous avons également nous avions un cadre commun de mesures. Nous sommes dotés de capacités de mesure recoupant les 22 équipes, les dirigeants, leur mobilisation, les relations entre eux. Donc, je suis plein d'espoir quant à l'impact sur la préparation à l'avenir. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je pense que Rick a vraiment couvert les points importants. L'une des grandes réussites de ce projet est le renforcement des capacités. Le nombre de chercheurs qui sont venus de l'avant pour former des équipes et puis la capacité de faire un travail d'évaluation dans des circonstances très difficiles. Il s'agit de trouver des moyens d'effectuer ce travail et ensuite de le traduire en résultats significatifs. Et je pense que cela sera de bon augure. Pas nécessairement en cas de pandémie, car on souhaite tous, bien sûr, qu'une telle situation ne se reproduira pas et que nous passerons rapidement à travers celle-ci, mais d'autres questions pourraient être soulevées, non seulement dans les soins de longue durée, mais aussi dans d'autres secteurs du système de santé. Que les chercheurs se réunissent et forment des équipes scientifiques de mise en œuvre. Je pense qu'il y aura désormais une plus grande capacité à le faire et une meilleure compréhension pour s'y attaquer. Les leçons apprises et la mise en place des programmes, l'évaluation des programmes eux-mêmes et la possibilité de passer à d'autres questions au sein des systèmes de santé, tout cela sera d'une grande importance. Alors, je vais moi-même renchérir et appuyer ce que vous avez dit, mais je vais peut-être rajouter quelques autres points. Je pense qu'il y a aussi
d'éventuelles occasions à bien des niveaux. Nous avons interrogé les établissements participants par rapport à leur expérience. Plus de 8 sur 10 ont déclaré que leur sensibilisation à la préparation aux pandémies s'était accrue. Leur capacité à réagir s'était également accrue. Il y a donc des possibilités au niveau des établissements et plus de la moitié ont déclaré qu'ils avaient déjà apporté des changements à leurs normes ou directives locales en conséquence. Ensuite, il y a les occasions à notre niveau collectif. Vous savez, qu'avons-nous appris au sujet de la vitesse à laquelle on peut mettre en place une opportunité qui consiste à enseigner et apprendre ensemble, de travailler avec la communauté des chercheurs pour tâcher d'avoir des connaissances plus profondes. Et puis, comme Rick l'évoquait, le lien avec les futures normes nationales également et les occasions de continuer à construire sur cette base que nous avons entendue. Les établissements nous parlent à présent de ce qu'ils cherchent à approfondir dans l'avenir, c'est-à-dire les soins centrés sur la personne et le bien-être de la main-d'œuvre, ces deux choses étant intimement liées. Alors, beaucoup d'occasions. Et pour revenir au point de départ de Rick, le défi également, un défi que nous devons tous relever, à savoir, nous devons faire avancer ces apprentissages pour que tout le monde en profite. Alors, nous avons reçu une autre question et s'adresse sans doute à vous, Rick, car elle concerne une diapositive que vous avez présentée sur l'apprentissage ou les systèmes de santé apprenants. Alors, comment ces liens se tissent-ils? C'est une excellente question parce que nous avons des résidents, des foyers de soins infirmiers, leurs proches aidants, et c'est une caractéristique d'impact qui est intégrée dans la conception. Nous signalions surtout dans l'exposé nos partenariats et le pilotage de l'ensemble des initiatives. Sur le terrain, quand nous accomplissions le travail de design, de conception, nous exigions qu'il y ait un résident ou un proche aidant ou un proche au sein de l'équipe, ainsi qu'un représentant de chaque foyer, afin que les utilisateurs de l'information ne soient pas cantonnés dans un rôle consultatif, mais soient intégrés dans l'équipe. Il fallait que chaque équipe établissent des partenariats avec plus d'un établissement. Il fallait qu'il y ait des lieux où ils travaillaient, où ils entretenaient des relations avec les gens sur place. C'était essentiel qu'ils fassent participer les résidents, les proches et les proches aidants dans le travail qu'ils accomplissaient, ainsi que le personnel et les dirigeants des foyers. Ça a été un défi pendant la pandémie, comme James l'a bien dit, et Jennifer, vous l'avez dit aussi, comme on peut se l'imaginer, essayer de faire ce travail de mobilisation alors qu'un établissement est en difficulté ou est en pleine éclosion ou qu'il y a beaucoup d'absence de personnel parce que à cause de maladies ou pour d'autres raisons. Donc il y avait de véritables défis, mais les résidents et les familles, les proches aidants étaient vraiment au cœur de toutes les recherches qui ont été effectuées, de toutes les pratiques prometteuses. Certaines étaient plutôt axées sur les établissements où le personnel, par exemple, contrôle les infections, mais la grande majorité, les visites, les politiques relatives aux visites, par exemple, et à la participation des familles et des proches aidants, ce sont les initiatives que nos équipes ont le plus souvent abordées, ce qui était vraiment au premier plan pendant la pandémie. Nous avons vu les effets délétères de l'exclusion des familles et des proches aidants des foyers pendant les éclosions, en fonction de motifs qui semblaient très sérieux pour réduire la transmission, mais sans prise de conscience du fait que ces personnes étaient parmi les plus importantes, sinon les plus importantes dans les soins qui étaient prodigués à leurs proches. Donc, ça n'était pas reflété entièrement dans ce que nous avons expliqué, mais les résidents et les aidants étaient absolument au cœur des équipes de recherche et de tous les processus qui ont eu lieu. Merci Rick. Et vous savez, c'est sans doute l'un des apprentissages obtenus de ce processus. Les résidents et les familles ont participé à l'établissement des pratiques prometteuses et à la conception de l'initiative Établissement de soins de longue durée plus avec les équipes de professionnels. Ce n'est pas une nouvelle idée, mais nous avons certainement vu divers niveaux de compétences
dans le cadre de cette mobilisation. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour continuer à avoir des organisations plus aptes à faire participer les résidents, les patients, les familles dans leurs efforts. Et je vois que le temps file. Je sais que le sable de notre sablier s'écoule rapidement. Alors, Rick, je devrais peut-être vous redonner la parole pour les commentaires de clôture, car bien que nous pourrions poursuivre cette conversation pendant très longtemps, nous ne sommes pas censés le faire. Nous sommes censés terminer à l'heure. Merci Jennifer, merci Jane, merci à tous les participants pour vos excellentes questions. Donc pour conclure, je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre temps, vos réflexions dans cet espace virtuel. Nous savons que vous avez beaucoup de priorités. Or, vous avez choisi d'être en notre compagnie pendant l'heure que nous venons de passer. Nous l'apprécions. Nous vous avons expliqué comment ce partenariat unique a été mis au point, réunissant l'amélioration de la qualité et la science de la mise en œuvre dans le cadre d'un programme cohérent afin de diffuser les apprentissages dans l'ensemble du secteur de la santé. Nous savons que la COVID-19 a eu un impact dévastateur sur les soins de santé. La pandémie a créé un sentiment d'urgence pour susciter une réflexion au sein des organisations pan-canadiennes, un organisme de financement fédéral et un organisme pan-canadien en vue d'une collaboration pour parvenir à un impact plus fort sur les systèmes. C'était un travail tout nouveau pour nous et c'est de bon augure pour notre travail futur. Nous avons une réunion demain après-midi et contrairement à d'autres réunions, c'est une réunion que j'attends toujours avec plaisir. Je la vois sur mon calendrier, je souris en me disant ça c'est vraiment formidable. Nous allons avoir la possibilité de nous rencontrer, de discuter avec nos équipes qui travaillent sur la mise en œuvre. Donc les relations que nous avons établies sont très importantes. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres afin d'en apprendre sur notre projet. Nous espérons que l'avenir nous réserve beaucoup d'autres possibilités de partenariat entre organisations pour parvenir à des résultats sur la sécurité et la qualité des soins. Merci à vous tous et nous apprécions que vous ayez été des nôtres.